Alpes françaises, hiver 1915. Dans ce village situé trop en altitude pour figurer sur les cartes touristiques, la météo ne prévient pas de ces changements. Ils changent tout simplement. Et ça se paie. Cette année-là, le problème n'était pas le froid, c'était le mur. Un mur de pierre sans fenêtre, érigé par un étranger que personne ne connaissait. Certains disaient que c'était une cachette, d'autres disaient que c'était la prison. Étienne Moreau n'a répondu à aucune rumeur. Il était simplement en train de creuser. Pendant que les habitants renforçaient les toits avec du bois et de la paille, le glacier disparaissait pendant des heures sous la terre gelée. Pendant des semaines, on ne voyait que le haut de sa tête, et le bruit sourd de la pioche frappant la roche. Il doit attendre la fin du monde, se moquèrent-ils, jusqu'à ce que, pour ce village, le monde prenne véritablement fin. Au petit matin du 3 janvier, il a commencé à neiger, et ça n'a pas cessé. Pas une minute, même pas pendant 4 jours. Et la porte d'Étienne restait ouverte. Dans cette région des Alpes du Sud-Est, l'hiver arrivait toujours tôt, mais 1915 apporta un silence d'un autre ordre. L'air semblait plus lourd, comme si quelque chose était retenu par les montagnes, prêt à s'effondrer. Le village de Saint-Martin-des-Neiges comptait un peu plus de 70 maisons, une seule boucherie, une école improvisée dans la salle paroissiale, et des gens qui se connaissaient de nom, ou par leur passé. Là, des conversations se poursuivaient dans la file d'attente pour le puits. Les hommes avaient l'habitude de se réveiller avant le lever du soleil. Des femmes cousaient à la lueur du poêle. Et les enfants ont appris très tôt qu'il ne fallait pas gaspiller la chaleur. Aussi, lorsqu'un homme seul arriva avec une charrette pleine de pierres, personne ne sut comment réagir. Il n'a pas demandé d'aide. Il n'a rien expliqué. Il paya 2 sacs de blé avec des pièces d'or. Et il a disparu. Il s'appelait Étienne Moreau. Mais durant les premières semaines, il n'était que le soldat. Quelqu'un a fait remarquer qu'il portait un vieil uniforme cousu à l'intérieur de sa veste. Un autre a juré avoir vu des médailles dans une boîte en bois. Personne ne l'a confirmé, parce que personne n'avait été invité. La maison, si tant est qu'on puisse l'appeler ainsi, était la seule sans balcon. Pas de fleurs, pas de peinture. Aucune clochette métallique n'y est accrochée. Mais ce qui a surtout attiré l'attention, c'est ce qui s'élevait tout autour. Un mur. De loin, cela ressemblait à une ruine, ou le début de quelque chose d'abandonné. Mais, jour après jour, une évidence s'est imposée. C'était intentionnel. 3 mètres de haut, 2 épaisseurs, pas de fenêtre, pas de fissure, juste un portail épais et une petite grille d'aération en fer. Pendant que ses voisins empilaient du bois de chauffage, Étienne empilait des pierres. Pendant qu'ils calfeutrèrent les fenêtres avec des chiffons, il creusa un couloir souterrain. Vous pensez que vous allez être envahi? Ou qu'est-ce que tu vas cacher là-dedans? Les rires étaient toujours accompagnés de suspicion. À l'épicerie, les rumeurs se sont intensifiées. Déserteurs de guerre, fugitifs, ou quelqu'un qui tente de disparaître du monde. Mais ce qui les dérangeait, ce n'était pas le passé, c'était le cadeau. Étienne n'a jamais rien demandé. Il ne s'est jamais attardé à bavarder. Il ne répondait jamais aux regards désapprobateurs. Il était en train de construire, tous les jours. Même quand la neige a commencé à tomber. Dans ce village, quiconque a survécu à 3 hivers sait quand il est temps de s'arrêter. Mais il ne s'est pas arrêté. Il a enterré des fûts métalliques. Il a renforcé les poutres avec des chaînes. Il soudait les charnières tandis que les autres fermèrent les portes avec des clous. Le doyen du village, M. Lambert, a résumé ce que tout le monde pensait. Cet homme n'est pas d'ici, et il ne fera pas long feu ici. La première fois qu'ils ont vu de la fumée s'échapper du sol, c'était par un après-midi nuageux. Un mince filet d'eau, jaillissant entre des pierres fraîchement posées, comme si le sol lui-même était chauffé. Certains enfants se sont enfuis en pensant qu'il s'agissait d'un incendie. Les adultes se contentèrent de regarder. Étienne avait allumé le poêle souterrain, et pour la première fois, une odeur de nourriture s'échappa de ce bâtiment sans fenêtre. Mais personne n'avait été invité. 2 jours plus tard, il installa un treuil artisanal sur le côté du mur. Rustique, mais fort. Capable de descendre des provisions par une trappe directement dans l'abri. Celui qui amasse de la nourriture comme ça, cache des secrets encore plus terribles, murmura une femme au moulin. La semaine suivante, il fit quelque chose d'encore plus étrange. Il a déposé 3 couvertures de laine sur le seuil de Madame Claire Dubois, une veuve avec 5 enfants. Il n'a rien dit. Il a refusé d'être payé. Il est simplement parti, et s'en est allé. La bonne action a suscité la suspicion. Il veut acheter de la bonne volonté, ou pour atténuer la culpabilité. Et à chaque geste silencieux, le village répondait par du bruit.
Le bruit s'intensifia lorsqu'Étienne commença à creuser derrière le mur. Ce n'était pas un trou ordinaire. Il a étayé les côtés avec des planches. Il a installé des tuyaux en fer. L'entrée était renforcée par une arche de pierre parfaitement ajustée. Les garçons ont dit que c'était un tunnel, mais personne ne savait jusqu'où cela irait. Un jour, 3 hommes décidèrent de le confronter. On a frappé fort à la porte. Ils ont exigé des réponses. Étienne a brillu. Derrière lui, un escalier en pierre descendait au sous-sol. L'odeur était celle du métal, du kérosène et de la laine brûlée. Aucun d'eux n'est entré. Le lendemain, les rumeurs devinrent encore plus sérieuses. Ils disent qu'ils complotent quelque chose contre le gouvernement, ou qu'elles s'y enfouissent. Le mur n'est plus seulement un bâtiment. C'est devenu un symbole, par peur, de tout ce qui n'est pas compris. Fin novembre, lorsque le vent a vraiment commencé à souffler, les rires se sont intensifiés. Aucune pierre ne peut retenir le froid. Quand il neigera vraiment, il suppliera pour avoir du feu. Étienne écoutait, et il n'a pas répondu. Je descendais juste une marche de plus. Un autre sac de blé, une autre porte renforcée, comme s'il le savait. La veille de Noël, le brouillard est tombé tôt. Les cloches sonnèrent doucement. Le repas communautaire s'est transformé en une soupe insipide. Mais personne ne s'en souciait. C'était un hiver comme les autres, jusqu'à ce que le vent tourne. Cela venait du nord, sec, pointu. Il transportait de la neige granuleuse. Petite fille, continue. Le deuxième jour, il y a eu une panne de courant. Dans la troisième phase, les toits ont commencé à s'effondrer. Et alors tout le monde a compris. Ce n'était pas l'hiver. C'était un siège. Le matin du 4e jour, à 5h30, la porte d'Étienne s'ouvrit toute seule. Une lueur ambrée s'échappa de l'intérieur. Une femme, la même qui avait qualifié le mur de prison, traînait 2 enfants et une couverture trempée. Cela ne correspondait pas. Il a simplement attendu. Étienne apparut. Il n'a pas dit un mot. Il fit un geste. Elle entra, et la porte se ferma. Ce matin-là, d'autres familles se sont approchées. Personne ne l'a demandé. J'attendais simplement. Et les portes, une à une, s'ouvrirent. À l'intérieur de l'abri, la chaleur provenait de pierres thermiques chauffées dans un four souterrain. Les enfants dormaient suspendus, à l'abri de l'humidité. Les adultes se relayaient pour garder le silence. Étienne maîtrisait le temps comme on lit le ciel. Soupape, rationnement, respiration. Mais même les plus préparés, oubliez ça. Dans la cour, près du mur, se trouvait une petite écurie, 2 ânes, une chèvre. Dans sa hâte à sauver des vies, il n'a pas renforcé la structure. Le matin du 5e jour, un bruit sourd et sec résonna. Ce n'était pas du vent, ce n'était pas de la glace. Quelque chose était en train de céder. Étienne monta seul. Dehors, le toit de l'écurie s'était effondré. L'un des animaux gisait immobile sous la neige durcie. La chèvre se débattait. Sa patte était coincée. L'autre âne tremblait, appuyé contre le mur de pierre. Et c'était là, au milieu du silence blanc, Étienne a pris conscience du prix à payer pour choisir qui sauver. Et ça parfois, survivre n'est pas la même chose que gagner. Étienne essaya de tirer. Il utilisa ensuite un levier. Puis, une corde. Rien ne bougeait. La porte dans le mur était encore entr'ouverte. De l'intérieur de l'abri, une fille a vu. Elle est descendue en courant et l'a dit à sa mère. Et c'est Madame Claire Dubois, la même femme qui s'était auparavant moquée du mur, qui grimpa derrière lui. « Tu vas te blesser. Retournez à l'intérieur. » Étienne la regarda un instant. Puis, il s'est remis à creuser. Mais le risque était plus grand qu'il n'y paraissait. Le poids de la neige avait déplacé une partie de l'aération extérieure. Si le vent venait à fermer cette porte, l'air à l'intérieur de l'abri commencerait à se raréfier. Il devait se décider. Sauver les animaux, ou pour assurer la sécurité de l'abri. Il n'a pas parlé. Il n'a pas demandé d'avis. Il vient de tomber. Il a sorti une chaîne en fer du hangar de stockage, l'a attachée au pilier du conduit de ventilation et a renforcé la base avec des sacs de sable gelé. Entre-temps, le 2e âne a cédé. Elle est tombée sans bruit. Il n'y a pas eu de discours. Aucune faute. Un silence total. Ce soir-là, Étienne ne dîna pas. Le lendemain matin, le toit de la maison des Dupont, qui avait refusé l'abri, s'est effondré. Un garçon de 7 ans s'est retrouvé coincé sous une poutre. La sœur, prise de panique, courut pieds nus dans la neige. Il frappa à la grille dans le mur. 3 fois. Étienne a entendu. Il n'a pas hésité. Il monta avec une pelle, une torche et une couverture. Il n'a emmené personne avec lui. Il n'a pas demandé d'aide. Il est arrivé chez lui en moins de 6 minutes. Il entra. Il a utilisé un levier improvisé. Il souleva la poutre. Elle porta le garçon dans ses bras jusqu'à l'abri.
Tout au long du voyage, le village a observé. Pour la première fois, en silence. Le 6e jour, le blanc devint bleu. Ce n'était pas la couleur du ciel, c'était la couleur d'un silence absolu. La neige bloquait complètement la route principale. Même les chasseurs n'ont pas pu descendre. Même les chariots ne pouvaient pas se lever. La radio de M. Lambert ne captait que de longs bruits, comme des voix lointaines emportées par le vent. À l'intérieur de ces murs, 19 personnes partageaient désormais un espace conçu pour 6. Les poutres grinçaient. La chaleur était maintenue avec effort. L'eau commençait à geler sur les bords. Étienne s'habilla. Ça ne durerait pas longtemps. Sans dire un mot, il a tout réorganisé. Il séparait ceux qui toussaient de ceux qui étaient forts. Il confia des tâches simples aux enfants. Il renforça la porte intérieure avec des cordes humides qui, en gelant, la rendirent étanche au vent. Des décisions que personne ne comprenait à l'époque. Mais quelques heures plus tard, il sauvait des vies. En début d'après-midi, l'abri a tremblé. Pas comme s'il allait tomber, mais c'était comme si la glace poussait contre les murs. Le conduit de ventilation vibrait. L'air qui entrait était plus froid qu'il n'aurait dû l'être. Étienne fit le calcul mentalement. La canalisation principale a rompu. La température interne commencerait à baisser. Il a enfilé la veste. Il s'est emparé d'une torche à pétrole. Et il monta. Madame Claire a essayé de le retenir. « Et si je ne peux pas revenir ?» Il n'a pas répondu. Elle a simplement désigné un enfant endormi dans un coin. Et ça a augmenté. Dehors, le monde était un endroit différent. L'abri ressemblait à une île qui s'enfonçait dans une mer blanche. Le mur se détachait sur une silhouette sombre à l'horizon informe. Les arbres avaient disparu. Même la cloche de l'église a été enterrée. Étienne rampa jusqu'à la bouche d'aération. Il utilisa son propre corps comme bouclier contre le vent. Il a remonté le tube à main nue. Il l'a fixé avec des fils de fer et des chiffons. La torche s'est éteinte. La peau de ma main a collé au métal. Il a quand même tiré. Quand ce fut terminé, il tomba sur le côté. Le sang avait taché la neige. Je suis là. De l'intérieur de l'abri, personne ne pouvait voir. Mais la vanne s'est remise à tourner. Et l'air s'est remis à circuler. Madame Claire a entendu. Il ferma les yeux. Et pour la première fois, elle sourit. Il a fallu 20 minutes à Étienne pour descendre. Les mains blessées. Pieds lents. Je n'ai rien dit. Il a enlevé ses bottes mouillées. Il retourna dans son coin. Il a dormi pendant 2 heures. Puis, il est retourné à ses tournées. Cette nuit-là, un autre raid. Fort. Urgent. Il était le fils de M. Lambert. Le vieil homme avait de la fièvre et délirait. Leur maison avait coulé. Pendant un instant, ils se sont tous regardés. Il y en avait déjà trop. La nourriture était rare. Espace, aucun. Étienne se contenta d'acquiescer. Il a attrapé une couverture. Et il est parti. Il revint avec M. Lambert sur ses épaules, déshydraté, murmurant d'anciennes prières. Lorsque la porte se referma, l'atmosphère à l'intérieur a changé. Ce n'était pas seulement la chaleur, c'était une question de confiance. Le 8e jour se leva sans lumière. Ce n'était pas l'aube. Globalement, c'était court. Le ciel était devenu le prolongement de la neige. La nourriture était désormais mesurée à la cuillère. Le bouillon provenait du dernier os, qui avait été bouilli pour la 3e fois. C'est alors que l'accident s'est produit. Faible, lent. Étienne hésita. Il ouvrit la porte. Isidore Dupont se tenait dehors. La même personne qui avait qualifié le mur de ténacité d'un vieux soldat. Le même qui riait quand Étienne creusait comme un rat. À présent, ses yeux étaient enfoncés. Sa barbe était recouverte de glace. Dans ses bras, un bébé emmailloté dans un rideau. Il murmura, s'il reste de la place pour une personne de plus. Derrière lui se tenaient sa femme et sa fille aînée. Main violette, regard vide. Étienne ouvrit la porte plus largement. Il fit un bref geste de la tête. Il tourna le dos. Ils entrèrent à l'intérieur. Isidore pleura. « Je suis là. » À ce moment-là, le mur ne les séparait plus. Il a protégé. Au bout de 9 jours, 31 personnes occupèrent le refuge. Le sol était recouvert de tissu, confondu dans les lampes à pétrole. Le silence, qui a été partagé. Le 10e jour, la glace commença à reculer. Étienne monta à l'étage. Il poussa la porte. L'air coupait comme une lame. Mais à l'horizon, une bande grise est apparue. Il ne faisait pas beau, mais c'était un signe. Il est tombé. Il fit un signe de la main, et quelqu'un a applaudi. Une seule fois. Petit. Lorsque l'équipe de secours est arrivée à Saint-Martin-des-Neiges, elle n'a constaté aucun chaos. Il trouva le silence. 3 maisons ensevelies sous les décombres. 2 familles entières sauvées dans un seul abri. Aucun décès. Le mur était toujours là, sale, marqué. Mais se tenir debout,
Étienne n'a rien expliqué. À personne. Il retourna à sa pelle. Il a démonté les tuyaux, les cordes. Non pas par honte, mais parce qu'il n'avait plus rien à prouver. Au printemps, il a enlevé une partie du mur. Il laissa entrer le soleil. Il planta une rangée de plantes robustes. Le village comprit. Durant l'été, ils ont offert une médaille. Il n'y est pas allé. Il n'a envoyé qu'une seule lettre. C'était pour tout le monde. Certaines personnes construisent des murs pour se cacher. D'autres, pour soutenir le monde lorsqu'il s'effondrera. Et dans ce village des Alpes, plus personne ne riait des murs, même pas le silence. Parce que dans cette tempête, ce n'est pas la chance qui les a sauvés. C'était quelqu'un qui a agi quand tout le monde parlait. Si cette histoire vous a rappelé qu'un silence approprié vaut mieux que 1000 discours, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, et soyez là quand la prochaine tempête arrivera.